Frangine, le centre pour réfugiés est de l'autre côté de la rue. Cet endroit vend de l'artillerie lourde à l'élite. Ce n'est pas pour une soldate fauchée, qui vend sa vie vide pour des clopinettes. Robert Vance, mon beau-frère milliardaire, a craché ces mots avec un sourire narquois, en pointant du doigt mes bottes de combat, incrustées de sable du désert. La foule de Magna a éclaté de rire, face à son arrogance. Mais le plus écœurant, dans un coin de la pièce, c'était ma propre sœur de sang, celle-là même qui m'avait supplié de venir à cette fête, et qui détournait tranquillement le regard. Elle a laissé son mari humilier sa sœur aînée, devant des centaines de perdus. Il n'avait aucune idée que j'allais anéantir l'ego arrogant de ce milliardaire, en exactement 8 secondes. Avant de vous raconter comment un soldat réagit face à cette version minable de la famille, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre sang. Je n'ai pas tourné les talons. Fuir est un comportement de proie. Là-bas, dans le bac à sable du désert, si vous courez, vous finissez juste par mourir fatigué. Mes bottes, lourdes et éraflées, couvertes par la poussière pâle et séchée d'une vallée hostile située à des milliers de kilomètres, se sont abattues lourdement, sur le tapis immaculé en peau de mouton blanc. Crac, boum. Le son était agressif, dans cette pièce remplie d'une douce musique de piano, et de tintements de cristal. J'ai gardé une foulée parfaitement régulière, tout en régulant ma respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, rythme cardiaque stable, à 60 battements par minute. À l'autre bout de la pièce, ma sœur Sarah se recroquevillait dans l'ombre. Elle se cachait derrière une flûte à champagne, les yeux rivés sur le parquet ciré. Elle refusait de me regarder. Elle avait échangé mon sang, ma sueur et mon uniforme, contre une petite place bien au chaud, au sein de cette dynastie Vance. Mes soldes militaires avaient financé ses études. Je mangeais des rations de combat dans des bunkers glacés, pour qu'elle puisse s'acheter des manuels scolaires, et des lattés à la vanille. Désormais, la boue sur mes bottes représentait une tache, sur sa nouvelle vie. J'ai pris cette trahison, je l'ai mise en boule, et je l'ai enfouie au plus profond de mon estomac. Pas de larmes, pas de cris, juste des données froides et dures, qui s'enregistraient dans mon cerveau. La sœur que j'avais connue était morte. Ce n'était plus qu'une étrangère, glissée dans une robe de créateur. La pièce empestait des quantités étouffantes d'eau de Cologne Tom Ford, mélangées au goût métallique d'une fausse richesse. Bradley Vance s'appuyait contre un pilier en marbre. Il avait 25 ans, c'était un gosse de riche, portant un costume sur mesure, qui coûtait plus cher que ma prime de risque annuelle. Il a croisé les bras, et a lâché un sifflement aigu et perçant. « Tu es la honte de la famille, Amber » a-t-il crié, pour faire le spectacle devant la foule. À côté de lui se tenait Eleanor Sterling, 30 ans, une femme trophée, qui traitait la guerre comme une esthétique de mode. Elle tenait une arme factice ridiculement ornée de strass, une sorte de réplique scintillante, l'agitant comme un vulgaire jouet. « Tu devrais peut-être retourner à la caserne, ma chérie » a-t-elle ronronné, sa voix dégoulinant d'une fausse pitié. « Laisse les jouets de grands garçons pour nous. » Je les ai scannés du regard. Juste des cibles dans une pièce. Ils se tenaient dans un pantouse climatisé et ultra sécurisé, drapé de diamants et de soie, se moquant de la profession exacte, qui empêchait les loups de détruire leur petit monde. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait, de sentir l'odeur de la cordite brûlée. Ils ne connaissaient pas le bruit écœurant, d'une balle fracassant un os. Pour eux, un fusil était une décoration murale. Pour moi, c'était l'outil qui déterminait, si j'allais pouvoir voir le jour de demain. J'ai continué d'avancer. Une ombre s'est abattue sur moi. Marcus Thorne, le garde du corps personnel de Robert. 1,93 m, 115 kg de muscles gonflés aux stéroïdes, avec des tatouages tribaux, qui dépassaient de son col serré. Il s'est mis en travers de mon chemin, bloquant complètement l'allée. Il m'a toisé de haut, pointant le menton vers le sac à dos tactique vert olive, que je portais en bandoulière. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Des dons pour les réfugiés, à armes égales, a-t-il grogné. Son haleine empestait le café froid, et l'arrogance. Je me suis arrêté. Je n'ai pas cherché à saisir une arme. Je n'ai pas redressé les épaules, ni bombé le torse, comme un vulgaire bagarreur de bar. J'ai simplement, et très lentement, relevé la tête, pour le regarder droit dans les yeux. Je ne l'ai pas regardé comme s'il représentait une menace. Je l'ai regardé comme s'il était déjà un cadavre. C'est un regard bien spécifique.
On ne l'acquiert qu'après avoir enjambé suffisamment de corps, dans l'obscurité. Ce regard contourne le cerveau, pour s'adresser directement au système nerveux central d'un homme. Il fait comprendre à la personne en face, que si elle franchit la limite, elle n'ira pas à l'hôpital. Elle ira directement sous terre. J'ai maintenu le contact visuel, sans scier, sans broncher. La mâchoire de Marcus s'est crispée. Son rictus a fondu sur son visage, comme de la cire. Ses biceps massifs sont devenus complètement rigides, sous sa veste de costume. J'ai regardé sa pomme d'Adam tressauter, alors qu'il déglutissait avec difficulté. L'air entre nous est devenu glacial. Sans même que je prononce un seul mot, son cerveau primitif a fait le calcul. Son instinct de survie a pris le dessus. Il a transféré son poids, reculant d'un demi-pas. Il m'a cédé le passage. Une simple montagne de muscles, s'effondrant sous un regard meurtrier. J'ai fait un autre pas en avant. Soudain, un flash aveuglant s'est déclenché. Chloé Sterling, une influenceuse au sourire de plastique, dotée d'1 million de faux abonnés, m'a collé son iPhone en plein visage. Clic, clic. Oh mon Dieu, les gars, regardez-moi ça. A-t-elle glapi dans son téléphone, diffusant clairement en direct, pour son public. La belle-sœur folle de Robert, a vraiment débarqué en botte de combat. Dis bonjour au vlog, Amber, allez. Fais-nous un salut militaire. Raconte-nous à quel point tu es pauvre. Elle cherchait une réaction. Elle voulait que je repousse violemment son téléphone. Elle s'attendait à ce que je hurle, que je pleure, et que j'agisse comme la vétérane brisée et déséquilibrée, qu'ils s'imaginaient tous. C'était son fonds de commerce. L'indignation générait des vues. Je ne lui ai rien donné. Ma main est restée fermement agrippée, autour de la lourde sangle en nylon de mon sac à dos. Je me suis arrêté juste devant son objectif, et je suis resté là, immobile, silencieuse. 1 seconde, 2 secondes. Dans le monde des réseaux sociaux, un silence radio, c'est une véritable éternité. Chloé a maintenu son téléphone en l'air, mais son sourire a commencé à trembler. Le silence, dans mon rayon immédiat, est devenu étouffant. C'était un calme lourd et oppressant, qui aspirait tout l'oxygène de sa petite représentation. Mon visage était un masque de pierre. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai simplement fixé, à travers l'objectif, le fond de sa petite âme superficielle. D'accord. Bon, elle ne parle pas, a marmonné Chloé, sa voix baissant soudainement d'un ton. Ses doigts parfaitement manucurés, ont commencé à trembler. Elle a baissé son téléphone, et son sourire de plastique, s'est totalement effondré. Elle a reculé nerveusement, ses talons de luxe claquant frénétiquement sur le sol, pour me dégager le passage. Elle était incapable de gérer, cette absence absolue de peur. Je ne lui ai plus accordé le moindre regard. Je m'étais verrouillé sur ma véritable cible. À travers la foule festive, au-delà des costumes bon marché, et des rires artificiels, reposait, à l'intérieur d'une vitrine en verre blindé, une pièce de métal noir mat, que je connaissais intimement, et qui appelait mon nom. J'ai laissé l'influenceuse, figée sur place. Mais Robert Vance n'était pas le genre d'homme, à laisser passer un ego froissé. Il m'a suivi à la trace, pas à pas. Ses mocassins italiens, en cuir de crocodile, émettaient un crissement aigu et pathétique, sur le sol en marbre poli. Squeak. Squeak. On aurait dit le bruit d'un rat, se faisant écraser sous une botte lourde. Tu t'es perdu, Amber, a ricané Robert. Il s'est assuré que sa voix porte, par-dessus la douce musique de jazz, qui jouait en fond. La soupe populaire, c'est en centre-ville. Avec ta solde de combat, tu ne pourrais même pas te payer la mallette de transport en mousse, pour le matériel qui se trouve dans cette pièce, et encore moins le métal lui-même. Derrière lui, son jeune frère Bradley, tenait toujours son téléphone bien haut. La coque lumineuse se reflétait, dans les grandes baies vitrées. Regardez ça, le chat, a jubilé Bradley, en faisant pivoter la caméra de son propre visage, vers mon dos. La belle-sœur fauchée essaie de gratter de la notoriété, au Vance Elite Club. Aucun style, aucun sou, juste une sangsue, qui essaie de s'offrir un verre gratuit, sur le dos du nom de notre famille. L'air dans la pièce était lourd. Il était chargé d'arrogance, et de l'odeur doucereuse et écœurante, des cigares de luxe. Ils se tenaient tous là, dans leur petite bulle protectrice, totalement isolés de la réalité. Pour eux, la guerre n'était qu'un film.
les armes à feu n'étaient que des symboles de statut social, de simples accessoires pour des photos sur les réseaux, et des moyens de pression, pour des négociations en conseil d'administration. J'ai fait abstraction du bruit, mes yeux rivés sur une vitrine, au centre de la pièce. À l'intérieur, trônait une machine de violence pure et absolue. Les lumières halogènes du plafond rebondissaient sur son châssis noir mat. Elle était froide, brutale, et sans le moindre défaut. Pour ces magnats, c'était un simple sujet de conversation, un jouet brillant, destiné à une vente aux enchères caritatives. Pour moi, c'était un fantôme. Ma poitrine s'est serrée, juste pendant une fraction de seconde. J'ai senti le goût du cuivre, dans ma bouche. J'ai revu les pics déchiquetés, des montagnes de l'Hindoukouche. Je me suis souvenu de la neige d'un blanc aveuglant, et du sang rouge foncé, qui s'y accumulait. J'avais vu des hommes de valeur, dont les bottes étaient aussi boueuses que les miennes, se vider de leur sang, pour défendre les tout premiers plans, de cette machine exacte. Et maintenant, ces lâches gâtés, appelaient ça un bijou. Chloé Sterling s'est glissée à mes côtés. Elle avait repris ses esprits, désespérément en quête, de validation numérique. Allez, Amber, a-t-elle gémi. Sa voix était nasillarde, et particulièrement agaçante. Agis juste comme une folle, une petite seconde. Donne un coup de poing, ou un truc du genre. Insulte mes abonnés. Ça va faire un buzz monumental. Je mentionnerai même, ta petite page pathétique. Je l'ai ignoré. Je me suis avancé, juste devant la vitrine. J'ai posé mes mains nues et calleuses, à plat contre le verre immaculé, à température contrôlée. J'ai intentionnellement laissé, des taches de saleté et d'huile d'arme, sur leur présentoir parfait. William Reed, le responsable de l'événement, s'est précipité vers moi, le visage tordu par un dégoût absolu. Il a sorti un lourd stylo Montblanc plaqué or, de sa poche de poitrine. Il a tapé la pointe métallique sèchement contre la vitre, à quelques centimètres de mon nez. Clac, clac, clac. Éloignez-vous de la vitre, a ordonné Reed. Son ton était celui qu'on utilise, avec un chien errant qui fouille dans les poubelles. Il s'agit d'une visite privée, pour les investisseurs de la défense de premier rang. Vous salissez la vitrine. Circulez, avant que je ne demande à la sécurité, de vous jeter par la porte de derrière. Je n'ai pas regardé Reed. J'ai fixé mon regard, droit à travers son reflet dans la vitre. J'ai trouvé Robert Vance, au milieu de la foule. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai laissé la tension s'étirer, jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de rompre. Puis, j'ai parlé. Ma voix n'était pas forte. Elle ne tremblait pas, mais elle possédait le tranchant aiguisé et dentelé, d'une lame de combat. Elle a fendu net, la musique de jazz et les tintements de verre. Montrez-moi le prototype XM201. L'atmosphère de la pièce a basculé. La température a chuté. Du côté de l'espace VIP, un lourd verre de whisky en cristal a percuté le sol. Il s'est brisé, en une douzaine de morceaux. Le liquide ambré a formé une flaque, sur le marbre hors de prix. Le colonel à la retraite James Harrison, restait figé, les yeux rivés sur moi. Son visage était devenu blanc comme un linge. C'était un commandant de la vieille école, un homme qui savait réellement, quelle était l'odeur de la guerre. J'ai vu ses lèvres bouger. Il marmonnait tout seul, visiblement bouleversé. Il venait de réaliser qu'une appellation classifiée, un nom qui ne figurait dans aucun registre public, sur aucun site web, ni dans aucun catalogue de la défense, venait tout juste de sortir, de la bouche d'une soi-disant moins que rien. La foule s'est écartée. Julian Cross s'est avancé. Il était le PDG de Cross Défense, l'homme qui transformait les contrats militaires, en or pur sur les marchés boursiers. Il portait un costume sur mesure gris anthracite, qui coûtait bien plus cher, qu'un V entièrement blindé. Il affichait ce demi-sourire narquois et permanent, propre aux hommes qui s'imaginent posséder le monde. Il ne considérait les vies humaines, que comme de la simple encre rouge, sur un rapport de résultats trimestriels. Cross a ajusté son bouton de manchette en platine. Il m'a jaugé de la tête aux pieds, observant ma veste tactique délavée, mon sac à dos en toile usée, et mes bottes éraflées. Il a lâché un rire sec, et grinçant. Eh bien, a déclaré Cross, sa voix dégoulinant de venin, et de condescendance. Il semblerait que le petit soldat, sache lire les blogs militaires. C'est mignon. Tu as mémorisé ce nom, sur un forum?
Il s'est tourné vers le responsable, en adressant un sourire de prédateur à la foule. « Ouvrez-la, William » a ordonné Cross. Il a fait un geste de la main, tel un roi accordant sa grâce à un paysan. Laissez cette pauvre fille regarder de plus près. Laissez-la voir, à quoi ressemble le vrai pouvoir. Dieu sait qu'elle ne s'approchera jamais, à moins de 30 mètres d'une telle technologie, dans sa misérable carrière mal payée. Reed a fait la grimace. Il n'avait aucune envie d'obéir, mais c'était Cross qui signait ses chèques. Reed a sorti un scanner biométrique de sa ceinture, et a pressé son pouce, sur le côté de la vitrine en verre. Clic, PSHHH. Le joint pressurisé s'est rompu. L'odeur d'huile d'arme fraîche, et d'acier usiné, s'est infiltrée dans l'air vicié de la pièce. Reed a passé ses mains équipées de gants en velours blanc, à l'intérieur. Il a lutté avec le poids, son bras tremblant légèrement, sous l'effort. Il a hissé l'arme massive hors de son support, et l'a portée, jusqu'au comptoir d'observation en chaîne massif. Il l'a lâché. Boum. Plus de 5 kilos d'acier noir mat, de titane, et de balistique classifié, se sont écrasés sur le bois. Le lourd impact a fait trembler les flûtes à champagne, sur les tables voisines. La machine reposait là, froide et morte, attendant simplement mes mains. Le XM201 reposait sur le comptoir en chaîne, froid, brutal, un bloc de 5 kilos, d'ingénierie classifiée. Tyler Vance s'est frayé un chemin, jusqu'au premier rang de la foule. 19 ans, le crâne rasé, portant un sweat à capuche, qui coûtait l'équivalent d'un mois de ma solde de combat. Il a pris une longue et odieuse bouffée de sa cigarette électronique jetable, et a soufflé un épais nuage de fumée synthétique, à la cerise, droit dans l'espace qui nous séparait. Il a pointé un doigt parfaitement manucuré, vers mes bottes. La boue séchée de la vallée de Korangal, était toujours incrustée dans les semelles. Mais regardez ces chaussures, mec, a ricané Tyler, assez fort pour que le fond de la salle l'entende. On dirait qu'elle vient de ramper, hors d'une benne à ordures. Je parie qu'elle ne sait même pas, ce qu'est ce morceau de métal. Elle pense probablement, que c'est un cric de voiture bizarre. Je n'ai pas bougé. Mes mains restaient posées à plat, sur le rebord du comptoir en bois. J'ai simplement incliné la tête, d'une fraction de millimètre. Mes yeux ont transpercé cette fumée de vapoteuse, à l'odeur sucrée. J'ai verrouillé mon regard sur Tyler. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je lui ai lancé, très exactement, le même regard froid et vide, que j'utilisais pour scruter une ligne de crête, à la recherche de tireurs ennemis. Le sourire en coin de Tyler s'est éteint. Il a dégluti difficilement. La cigarette électronique a tremblé dans sa main. La blague est morte, au fond de sa gorge. Il a fait un lent pas traînant en arrière, tentant de se cacher, derrière le costume hors de prix, de son grand frère. Robert Vance a claqué sa paume à plat, contre le comptoir en chaîne. Le bruit soudain a fait sursauter le responsable. « Tu fais la maligne avec tes yeux, Amber » a aboyé Robert, le visage rougissant, d'une fierté toxique. « Mais voyons un peu tes vrais muscles. Je parie que tu ne peux même pas soulever ce foutu truc. 5 kilos d'acier massif. Vas-y, soulève-le, G.I. Jane. Montre-nous un peu, à quoi sert l'argent des contribuables. » Avant même que je puisse assimiler sa demande, Bradley est passé à l'action. Il se tenait légèrement, derrière la vitrine. Sans le moindre avertissement, Bradley a tendu le bras, a grippé la lourde culasse du XM201, et l'a arraché du comptoir. « Attrape, pauvre naze » a hurlé Bradley. Il a projeté le bloc de 5 kilos d'acier noir mat, droit vers mon visage, comme s'il s'agissait d'un ballon de football américain. C'était un geste vicieux et stupide, le genre de chose qu'un étudiant pourri gâté ferait, pour s'amuser à voir quelqu'un se blesser. 5 kilos de métal dense, volant à travers les airs. Si cela heurtait mon visage, ma mâchoire serait fracassée. Si je la lâchais, cela écraserait mes orteils, ou briserait les vitrines en verre, derrière moi. Il voulait me voir m'agiter en vain. Il voulait me voir tomber sur le cul, et pleurer, devant son direct vidéo. Mon cerveau n'a pas paniqué. Il n'en a pas eu le temps. La mémoire musculaire a pris le relais. On ne survit pas aux raids nocturnes, en réfléchissant trop. On survit parce que le corps réagit, avant même que l'esprit conscient n'ait le temps d'enregistrer la menace. J'avais porté des hommes de 90 kilos, équipés de pieds en cap, à travers des terrains accidentés, tout en essuyant des tirs ennemis. 5 kilos de métal,
ce n'était strictement rien. Je n'ai pas tressailli. Je ne me suis pas baissé. J'ai levé ma main droite. Un mouvement rapide et fluide. Clac. Ma paume a claqué contre la poignée texturée. Mes doigts se sont enroulés autour du puits de chargeur. J'ai verrouillé mon poignet instantanément. J'ai absorbé l'énergie cinétique, laissant mon coude se plier d'une infime fraction pour tuer l'élan. Je l'ai attrapé proprement en plein vol, d'une seule main. Je n'ai pas titubé. Je n'ai pas fait un seul pas en arrière. Je suis simplement resté là, tenant l'arme massive suspendue dans les airs, parfaitement immobile. La pièce a plongé dans un silence de mort. On pouvait entendre le faible bourdonnement des bouches de climatisation. Robert est resté bouche bée. Il a regardé mon poignet verrouillé, puis il a levé les yeux vers mon visage. La veine de son cou palpitait. Il avait l'air ridicule. Un homme faible, essayant de comprendre une force qu'il ne pouvait pas acheter. Tu crois que l'avoir rattrapé te rend spécial? A craché Robert, sa voix se brisant légèrement. Il perdait le contrôle de la salle, et il le savait très bien. N'importe quel accro à la salle de sport peut attraper un objet lourd. Si tu es vraiment une dure à cuire, démonte-la. Désosse-la. Montre-nous que tu sais vraiment ce que c'est. Il pensait m'avoir piégé. Le XM201 était un prototype. Sa mécanique interne était totalement différente de l'équipement militaire standard. Il pensait que j'allais m'emmêler les pinceaux avec les goupilles et passer pour une idiote. J'ai baissé le bras. J'ai reposé délicatement l'arme sur le comptoir en chêne. Je n'ai pas regardé Robert. J'ai baissé les yeux vers le fusil. Mes 10 doigts se sont mis au travail. 1. Mon pouce a chassé la goupille de démontage arrière d'une poussée sèche et violente. 2. Ma paume a propulsé la carcasse supérieure vers l'avant, la séparant de la partie inférieure, dans un claquement sonore. 3. Mes doigts ont accroché le levier d'armement, libérant l'ensemble de la culasse, d'un coup sec. Ce n'était pas un effort conscient. C'était un balai mécanique, d'une grande brutalité. J'avais fait ça, dans l'obscurité la plus totale. J'avais fait ça, pendant qu'une pluie glaciale martelait mon casque. Je l'avais fait, pendant que l'odeur cuivrée du sang me remplissait les narines. Clic, clac, paf. 8 secondes. C'est tout ce qu'il m'a fallu. J'ai reculé d'un pas. Le XM201 n'était plus une arme. C'était désormais une rangée de pièces, méticuleusement organisées. Le boîtier supérieur, le boîtier inférieur, l'ensemble de la culasse, le ressort de recul, et les goupilles de maintien. Toutes ces pièces étaient alignées sur le comptoir en bois, en une rangée parfaitement droite et espacée. On aurait dit une planche anatomique. Le silence, dans ce club d'élite, était asphyxiant. Les magnats et les influenceurs fixaient la machine démontée. Ils venaient de regarder un fantôme, à l'œuvre. Richard Sterling, le mari d'Eleanor, s'appuyait lourdement contre le bar. Il était marchand d'art ancien, et s'imaginait que ses opinions comptaient, en toutes circonstances. Il a forcé un rire sec et condescendant. Le son a résonné maladroitement, dans la pièce silencieuse. Oua a traîné Richard, en faisant tourner son whisky dans son verre. Il a regardé autour de lui, désespéré de briser la tension. Un tour de passe-passe très impressionnant, Amber. Que as-tu fait? Tu es resté debout toute la nuit, à regarder des tutoriels sur YouTube? Mon mécanicien aussi, peut démonter un moteur rapidement. Ça ne veut pas dire pour autant, qu'il a sa place dans un club privé. Il essayait de me rabaisser. Il tentait de transformer une démonstration de compétences létales, en un numéro de cirque bon marché. Je ne l'ai pas regardé. Je ne me suis pas défendu. Les disputes sont faites, pour les personnes qui ont besoin d'approbation. Je n'avais pas besoin de la leur. Ma main droite planait, au-dessus des pièces démontées. J'ai tendu mon index, et donné une pichenette à l'une des goupilles de maintien. Ting. Le petit cylindre en métal a roulé, d'exactement 5 cm vers la gauche, s'arrêtant parfaitement aligné, avec le bord du porte-culasse. Je les ai laissés, pris au piège de leur propre humiliation. Mais la leçon de physique n'était pas encore terminée. Eleanor Sterling chuchotait, crachant des sifflements frénétiques et aigus, à l'oreille de son mari. Elle serrait son faux pistolet en strass contre sa poitrine,
comme s'il pouvait la protéger de la réalité. Je l'ai ignoré. Mes yeux restaient rivés sur le prototype, valant plusieurs millions d'euros, étalé en pièces, sur le comptoir en chêne. La climatisation bourdonnait. L'odeur de la fumée des cigares de luxe, et du whisky renversé, flottait lourdement dans l'air. J'ai plongé la main dans la poche latérale, de mon sac à dos tactique vert olive. Je n'ai pas sorti de micromètre laser. Je n'ai pas sorti de clé d'armurier spécialisée. J'ai sorti un simple trombone en acier, tout ce qu'il y a de plus banal. Les magnats ont échangé des regards confus. Richard a laissé échapper un grognement étouffé, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de blague. Je me suis approché du boîtier supérieur. J'ai tenu le trombone bien à plat, et j'ai enfoncé sa pointe, directement dans l'interstice microscopique, là où l'extension du canon se verrouillait dans la chambre. Grattement. Clic, le son de l'acier brut grattant contre le titane a résonné dans la pièce silencieuse. C'était un bruit dur et désagréable. J'ai laissé le trombone coincé dans l'espace. Il bougeait. Et il n'aurait pas dû bouger. Je me suis redressé, et j'ai contourné les frères idiots. J'ai contourné les femmes trophées. J'ai planté mon regard, directement dans celui de Julian Cross, le PDG milliardaire de Cross Défense. Il arborait toujours, ce même demi-sourire narquois, et prédateur. Le sourire d'un homme qui s'était enrichi en vendant des contrats gouvernementaux, pendant que des gamins avec des bottes pleines de boue en payaient le prix ultime. J'ai tué son sourire, avec une seule phrase. La tolérance de la goupille de votre chambre, a un jeu de 0,3 mm. Les mots sont tombés comme un obus de mortier, net, précis. Cross s'est raidi. Ses mains manucurées ont tremblé le long de son corps. La couleur a quitté ses joues, lui donnant l'apparence d'un mannequin de cire, vêtu d'un costume anthracite sur mesure. Dans un country club climatisé comme celui-ci, le cycle de tir fonctionne très bien, ai-je dit. Ma voix était monocorde. Je ne criais pas. J'étais juste en train de livrer l'autopsie. Mais emporter cette arme, dans des températures en dessous de zéro. La glace s'accumule à l'intérieur du boîtier. Le métal se rétracte. Avec un jeu de 0,3 mm, votre culasse ne parvient pas à se verrouiller. Le percuteur ne frappera pas l'amorce. L'arme s'en raye. Et le tireur meurt. Julian Cross a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Il s'étouffait, avec son propre échec classifié. Un homme corpulent s'est frayé un chemin, jusqu'au premier rang de la foule. Il se déplaçait avec une prestance bien différente, de celle de ces types en costume de Wall Street. David Miller. Il dirigeait une société militaire privée. Oreille en chou-fleur, nez cassé. Un type qui savait réellement quelle était l'odeur de la cordite brûlée. Miller a fixé le trombone, coincé dans la chambre. Une goutte de sueur a roulé, le long de son cou épais. Ses mains tremblaient. C'est une information classifiée, a râlé Miller, la voix tendue, parlant à peine plus fort qu'un murmure. Le défaut des 0,3 mm fait l'objet d'un rapport à huis clos du Pentagone. Seuls les hauts gradés, et les testeurs sur le terrain, sont au courant. Comment diable pouvez-vous savoir ça? Je n'ai pas rompu le contact visuel avec le PDG. J'ai gardé une respiration régulière, 60 battements par minute. Parce que c'est moi qui ai appuyé sur la détente, avec le prototype original, ai-je répondu. Le silence qui s'en est suivi a été étouffant. Il s'est abattu sur la pièce, écrasant l'air, hors de leurs poumons. Les montagnes de l'Hindoukouche, ai-je continué, ma voix résonnant, contre les vitrines en verre. Température négative. Vent de catégorie 7. Cible en mouvement. La culasse s'est enrayée au deuxième tir. Un défaut de conception, destiné à faire économiser quelques centimes à votre entreprise sur la fabrication, a bien failli coûter la vie à 3 hommes de valeur. Robert Vance restait figé près du bar. Une épaisse couche de sueur recouvrait son front. Ses mocassins en crocodile étaient fermement plantés, mais toute sa posture s'était affaissée. La réalité du sang et de la chair venait de briser son monde en plastique. Mais sa mère refusait de laisser le silence perdurer. Victoria Vance s'est avancée à grands pas. C'était la matriarche de la famille, une femme dégoulinante de perles des mers du Sud, et de l'arrogance propre aux vieilles fortunes. Elle avait passé sa vie entière à juger les gens d'après les marques de créateurs qu'ils portaient sur le dos.
Elle n'arrivait pas à assimiler ce qui se passait. Elle refusait de se laisser intimider par une femme portant des bottes éraflées. Elle a pointé un doigt manucuré et tremblant vers mon sac en toile. « Ne la laisse pas te mentir, Julian » a hurlé Victoria. Sa voix était stridente, emplie de désespoir. Elle n'est personne, un soldat de bas étage, qui fait des tours de passe-passe minables, avec un sac poubelle. Elle a probablement lu un article, qui a fuité sur Internet. Jetez-la dehors. Je n'ai pas cherché à me disputer avec la vieille femme. Les disputes sont faites, pour les personnes qui ont besoin de prouver leur valeur. J'ai tendu la main, et attrapé la lourde fermeture éclair en laiton, de mon sac tactique. Je l'ai ouvert en grand, d'un seul mouvement sec. J'ai attrapé le rabat en nylon, et je l'ai repoussé. Les lumières halogènes du plafond ont éclairé l'intérieur du sac. Épinglé directement sur le tissu vert délavé, se trouvait un écusson. Il était sale. Ses bords étaient effilochés, et le coin inférieur gauche était définitivement taché de sang sombre et séché. Un poignard noir, transperçant un éclair. L'USASOC. Le commandement des opérations spéciales de l'armée des États-Unis. Ce n'était pas un écusson que l'on pouvait s'offrir dans un surplus militaire. C'était la marque d'un fantôme. La marque des prédateurs alpha, qui opéraient entièrement dans l'ombre. Victoria Vance a baissé les yeux, vers l'écusson taché de sang. Sa bouche s'est refermée d'un coup. La colère stridente a disparu, remplacée par une terreur primale, et suffocante. Elle a reculé en trébuchant, ses talons de luxe, se prenant dans le tapis en peau de mouton. Elle a heurté une table de cocktail, envoyant 2 flûtes à champagne, s'écraser au sol. Elle ne pouvait pas détourner le regard de l'écusson. Robert l'a vu, lui aussi. Son visage est devenu livide. C'était un homme qui vénérait le pouvoir, et il venait soudainement de réaliser qu'il avait passé la dernière heure à se moquer d'une femme qui détenait le genre de pouvoir, capable de faire disparaître des milliardaires. Mais un ego masculin fragile est une chose dangereuse et imprévisible. Acculé et humilié devant ses amis de l'élite, le cerveau de Robert a fait un court-circuit. Il ne pouvait pas accepter la défaite. Et encore moins, de la part de la sœur de sa femme. Il s'est jeté en avant, et a attrapé le lourd canon du XM201. Très bien, a rugi Robert, la voix brisée par la tension. Il a pointé un doigt tremblant, vers les grandes baies vitrées, qui donnaient sur le stand de tir extérieur privé. Tu connais si bien cette arme. Prouve-le. On sort. Robert Vance était en train de se vider de son sang socialement, et il le savait pertinemment. La vue de cet écusson de l'USASOC, taché de sang, l'avait mis à nu devant ses amis milliardaires. Un homme faible acculé dans un coin, ne s'excuse jamais. Il double la mise. Il a arraché le lourd canon du XM201, du comptoir en chêne. Le métal a raclé le bois. Derrière, a aboyé Robert. Sa voix était trop forte, trop stridente. Tout le monde au stand de tir extérieur, tout de suite. Il changeait de champ de bataille. Il voulait sortir des limites étroites, de la salle d'exposition. Il voulait retrouver son propre territoire. Le stand de tir privé, valant plusieurs millions d'euros, du Vance Elite Club. Les lourdes portes en verre insonorisées ont coulissé. Une rafale de vent frais du soir m'a frappé le visage. Le soleil déclinait rapidement, peignant le ciel d'un orange meurtri et pâlissant. Il projetait de longues et vilaines ombres sur la pelouse manucurée. Les magnats et les influenceurs se sont déversés sur le patio en béton. Ils étaient des dizaines. Ils se déplaçaient comme une meute de chiens errants, flairant de la viande fraîche. Les glaçons tintaient dans les verres de whisky. Les talons au claquet, sur les dalles. C'était une véritable meute en costume sur mesure, et en robe de soie, désespérée de voir l'anomalie, cette soldate fauchée, se casser enfin la figure. Le stand de tir extérieur était une étendue immaculée de gazon artificiel et de systèmes de cibles automatisés. C'était un terrain de jeu pour hommes riches, qui voulaient jouer aux forces spéciales le week-end. J'ai quitté le béton, pour me placer sur le pas de tir. Crac, crac. Le gravier a crissé, sous mes bottes de combat. C'était le seul son, qui m'importait. La foule s'est écartée, formant un large demi-cercle derrière moi, tel un amphithéâtre romain miniature. Ils étaient les patriciens. Et j'étais le divertissement. J'ai balayé les visages du regard. J'ai vu ma sœur Sarah,
rôdant près du bord arrière du patio. Elle fixait l'écran de son téléphone, prétendant que rien de tout cela ne se produisait. Cela ne me faisait même plus mal. Elle n'était qu'une spectatrice de plus. Robert s'est avancé vers le pas de tir. Il a claqué un chargeur neuf de 30 cartouches, sur le banc de tir en bois. Il a pointé le doigt vers la cible. Poste numéro 4, a ordonné Robert, la poitrine soulevée, sous son costume italien. 150 mètres. Regarde la silhouette en acier. Je n'avais pas besoin de ces indications. Mes yeux avaient déjà cartographié la zone. Le vent soufflait de gauche à droite, à environ 11 km par heure. La température était en baisse. Il y a un euro en argent scotché, en plein centre de cette cible, a ricané Robert, en essuyant une perle de sueur sur sa lèvre supérieure. Un seul tir. Tu touches cette pièce, je me mets à genoux, et je te présente mes excuses, devant tout le club. Il a lancé ce pari comme une bouée de sauvetage, pour son propre ego. Il était persuadé que j'allais rater. C'était une arme prototype, l'optique n'était pas réglée, et la détente était lourde. Pour un civil, toucher une pièce à 150 mètres avec un fusil inconnu, tenait de la pure chance. Mais je n'étais pas une civile. Avant même que je ne puisse attraper le chargeur, une voix a fendu l'air froid. Et si elle rate? C'était Bradley. Il s'était frayé un chemin, jusqu'au premier rang de la meute. Son téléphone bien haut. L'objectif de la caméra pratiquement fourré dans mon oreille. Il souriait. Un sourire vicieux et affamé. Si elle rate, elle nous doit quelque chose, a crié Bradley, à son public en direct. Si tu rates, Amber, tu te mets à genoux, et tu laves les chaussures de Robert avec ta langue. Juste ici, devant la caméra. La foule n'a pas poussé de cris d'effroi. Ils n'ont pas détourné le regard, par dégoût. Ils ont ri. C'était un son sombre, d'une grande laideur. La cruauté brute, et sans filtre, de l'élite. Ils voulaient me voir humilié. Ils voulaient que la sale recrue, frotte le cuir de Marc, avec sa langue. Ils avaient besoin que je sois inférieur à eux, pour pouvoir avoir l'impression, d'avoir réellement mérité leur milliard. Le sénateur Thomas a bousculé un serveur, éclaboussant du liquide ambré, par-dessus le bord de son verre. Son visage était rouge, et empestait le bourbon hors de prix, et les cigares bon marché. Fais attention, petite dame, a balbutié le sénateur, pointant vers l'arme, un gros doigt orné d'une bague en diamant. Ce fusil est presque aussi gros que toi. Ne laisse pas le recul te balancer sur le cul. Ce serait vraiment dommage, de salir ce joli petit uniforme. Un chœur de ricanement a parcouru la foule. Je suis resté totalement immobile. Je n'ai pas répliqué en criant. Je n'ai pas défendu mon honneur. L'honneur est un concept, pour les personnes qui n'ont jamais eu à tuer, pour rester en vie. J'ai pris une lente inspiration, par le nez. L'odeur du whisky, de la fumée de vape bon marché, de l'eau de Cologne entêtante, tout s'est estompé. Le bruit de la foule s'est transformé en un grésillement sourd, dénué de sens. J'ai laissé tomber mon sac tactique sur le gravier. Boum. Je me suis avancé vers le banc en bois. Je n'ai pas regardé Robert. Je n'ai pas regardé la caméra de Bradley. J'ai pris le lourd chargeur noir. Clap. Clic. Le chargeur s'est enclenché dans le puits. J'ai tiré le levier d'armement vers l'arrière, et je l'ai laissé revenir vers l'avant. La culasse a saisi une cartouche de 5,56 mm, et l'a claqué dans la chambre. Le bruit du métal claquant contre le métal a résonné sèchement, tranchant net, les bavardages de la foule. Les rires se sont éteints instantanément. Ils avaient reconnu ce son. Ce n'était pas un jouet. C'était le son d'une intention mortelle. Je n'ai pas utilisé le support du banc de tir. J'ai fait un pas en arrière. J'ai roulé mes épaules une fois, pour détendre les articulations. J'ai élargi ma posture, en plantant fermement mes bottes dans le gravier. J'ai créé une base solide, un roc inébranlable, au milieu de leur pathétique tempête. J'ai levé la lourde crosse du XM201, jusqu'à mon épaule. Elle s'est nichée parfaitement, dans le creux de ma clavicule. J'ai collé ma joue contre le métal froid. Ma main droite a fermement saisi la poignée pistolet. Ma main gauche s'est allongée, pour soutenir le lourd canon. J'ai expiré à moitié, et j'ai bloqué ma respiration. Le monde s'est réduit, à un simple cercle de verre.
À travers l'optique, la pièce en argent, située à 150 mètres, ressemblait à une minuscule piqûre de lumière floue, contre la silhouette en acier. Le vent soufflait doucement, contre mes protections auditives. Derrière moi, la foule retenait son souffle. Personne ne bougeait. Le sénateur avait cessé de rire. Bradley a baissé son téléphone de quelques centimètres. La meute a réalisé, bien trop tard, qu'il venait de remettre une arme chargée, entre les mains d'un fantôme. Mon index a glissé, à l'intérieur du pontet. J'ai trouvé le point de résistance de la détente. J'ai appliqué 1 kilo de pression, en attendant que le vent tombe. Je me tenais sur la ligne de tir. Le gravier a légèrement bougé sous mes bottes de combat, alors que je stabilisais mon poids. Je n'ai pas fait cette inclinaison de tête hollywoodienne. Je n'ai pas fermé un œil en plissant l'autre, comme un amateur dans un stand de tir de fête foraine. J'ai mis le XM201 en joue. La lourde crosse s'est plaquée, fermement, dans le creux de mon épaule. Elle a fusionné avec mon corps. Les 5 kilos d'acier noir mat ont cessé d'être un objet. C'était devenu une véritable extension de mon bras droit. J'ai ralenti ma respiration. Inspiration. Expiration. Pause. Le monde autour de moi s'est évanoui. L'odeur de l'eau de Cologne onéreuse de Robert, l'odeur du bourbon du sénateur, le son de la voix insupportable de Bradley, qui hurlait sur son direct. Tout s'est complètement éteint. Mon champ de vision s'est réduit à un cercle de verre, à 150 mètres sur la piste. Une pièce d'1 euro en argent, collée au centre d'une cible en acier. À cette distance, à travers une lunette non réglée, la pièce n'était rien d'autre qu'une minuscule tache argentée. Je ne pensais pas au visage suffisant de Robert Vance. Je ne pensais pas à ma sœur, cachée au fond, trop lâche pour me regarder. L'émotion est une distraction. L'inattention, le doigt sur la détente, c'est ce qui fait tuer les gens. Mon cerveau calculait la balistique. Vent latéral venant de la gauche, environ 11 km par heure. Baisse de la température. Taux d'humidité élevé. J'ai visé une fraction de millimètre, à gauche de la tache argentée. Mon index reposait sur la courbe de métal froid de la détente. Je l'ai tiré vers l'arrière, sentant la résistance lourde et rugueuse, de la gâchette du prototype. 1 kilo de pression, 1,5 kg. J'ai atteint le point de rupture. Le silence sur le stand de tir était absolu. On pouvait entendre le vent s'engouffrer, à travers l'air brase. Des dizaines de millionnaires, d'influenceurs et de cadres, retenaient leur souffle. Ils attendaient que j'échoue. Ils attendaient que le fusil tressaille, que la balle frappe le sol, et que l'humiliation commence. 1, 2. J'ai franchi le point de rupture. Crac. Le coup de feu a été assourdissant. Il a déchiré l'air calme de la soirée, comme un véritable coup physique. L'onde de choc s'est propagée, faisant trembler les glaçons, dans les verres de whisky des magnats. Le XM201 a donné un violent recul dans mon épaule, mais ma posture l'a complètement absorbé. Le canon s'est à peine soulevé. Une bouffée de fumée blanche a jailli de la fenêtre d'éjection, dégageant une forte odeur de cordite brûlée. Pendant une fraction de seconde, le temps est resté suspendu. Puis, à 150 mètres de là, il y a eu un bruit sec et distinct. Ting. Le son d'une balle de 5,56 mm, heurtant de l'acier massif. À travers la lunette, j'ai vu la tache argentée disparaître violemment. La pièce n'est pas simplement tombée. Elle a volé en éclats. Brisée parfaitement en son centre. Les deux moitiés ont tourbillonné, pour aller se perdre dans les hautes herbes. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas souri. J'ai descendu le fusil de mon épaule. J'ai éjecté le chargeur, avec un clic sec, et je l'ai rattrapé de la main gauche. J'ai tiré le levier d'armement vers l'arrière, éjectant la balle non tirée, qui se trouvait dans la chambre. Elle a heurté le gravier, près de ma botte. J'ai verrouillé la culasse en arrière, prouvant que l'arme était vide et sécurisée. Je me suis retourné, et j'ai reposé le lourd fusil noir, sur le banc en bois. Je n'ai pas regardé la cible. Je n'ai pas attendu que quelqu'un court là-bas, pour vérifier. Les vrais durs ne regardent pas les explosions, et les tireurs d'élite n'ont pas besoin de validation, pour un tir parfait. Je savais exactement où cette balle était allée, à la milliseconde même, où elle avait quitté le canon. Le silence sur le patio était totalement différent, cette fois-ci. Ce n'était plus le silence de l'anticipation.
C'était le silence suffocant et horrifiant d'un ego meurtri. Robert Vance restait la mâchoire décrochée. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son n'en sortait. Ce sourire arrogant et toxique avait été complètement effacé de son visage. À côté de lui, Eleanor Sterling se tenait figée. Sa prise sur son sac à main en strass a glissé. Le sac lourd a heurté les dalles en béton du patio. Les faux diamants ont raclé la pierre. Elle ne s'est même pas penchée pour le ramasser. David Miller, l'entrepreneur militaire privé, me fixait du regard. Ses mains épaisses et cicatrisées étaient serrées en poing, ses jointures devenant toutes blanches. Il savait à quel point ce tir était difficile. Il savait que ce dont il venait d'être témoin n'était pas de la chance. C'était 10 ans à manger de la neige, à dormir dans la saleté, et à appuyer sur la détente, quand l'échec signifiait la mort. La foule était muette. L'effet de meute s'était évaporé. Leur arrogance collective venait d'être brisée par une seule balle parfaitement placée. Si vous savez ce que ça fait, de faire enfin taire les gens qui ont passé leur vie à vous rabaisser, cliquez sur le bouton j'aime. Laissez le mot au silence dans les commentaires ci-dessous, si vous croyez que la véritable force n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. N'oubliez pas de vous abonner, car cette famille est sur le point d'apprendre qu'on ne peut pas annuler un coup de feu. Le silence s'est étiré, lourd et absolu. Je me suis penché pour attraper la poignée de mon sac à dos vert olive. Puis, depuis le fond de la foule, une voix stridente et agaçante a brisé le calme. C'était juste un coup de chance. C'était Tiffany Vance, la cousine de 22 ans de Robert, une fille qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, et qui serrait un sac à main de créateur, comme un bouclier. Elle s'est frayé un chemin jusqu'au premier rang, le visage rouge d'un défi ignorant. N'importe qui pourrait toucher une pièce, en secouant l'arme assez fort, a hurlé Tiffany, brandissant un doigt manucuré, orné d'un long faux ongle, directement vers ma poitrine. Refais-le. Je parie que tu ne peux pas l'atteindre 2 fois. Un faible murmure a parcouru le fond de la foule. La mentalité de meute essayait de se relancer. Ils voulaient la croire. Ils avaient besoin de croire qu'il s'agissait d'un coup de chance. L'alternative, à savoir que la soldate fauchée dont ils se moquaient depuis 1 heure, était en fait un prédateur alpha létal, était une pilule trop humiliante à avaler. Je n'ai pas cherché à discuter avec la fille. Je ne l'ai même pas regardée. J'ai plongé la main dans la poche latérale de mon sac à dos tactique. Ma hand a contourné les chargeurs de rechange et la trousse médicale. J'en ai sorti un carré de grosse toile, vert olive. J'ai déplié le tissu lentement. Il était rigide. La moitié inférieure du tissu était tachée de façon permanente, d'un brun rouille foncé. Du sang séché, du sang ancien. J'ai enroulé la toile rugueuse autour de ma main droite, essuyant l'huile d'arme et les résidus de carbone de mes doigts. Le bruit de frottement rugueux, frotch, frotch, a coupé court au murmure nerveux. C'était un son brut, sale et violent, en plein milieu de leur country club aseptisé. Tiffany a cessé de crier. Ses yeux se sont baissés vers la tache brun foncé sur le tissu. La réalité de ce qu'elle regardait a court-circuité son cerveau choyé. Son bras est retombé le long de son corps.